Sauve-moi, mon Dieu, par ton saint nom, par ta grâce, défends ma cause. Des hommes de fierté se sont levés contre moi. Des hommes de violence en veulent à ma vie. Mais Dieu ne me quitte pas, et le Seigneur est le soutien de mon âme. Dans toutes les épreuves, il m'a secouru et protégé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tel que ce fut au commencement, tel que c'est, que ce sera jusqu'à la fin des temps. Amen. Sauve ta servante. Qui s'en remet à toi, mon Dieu. S'il y a bien une catégorie de films à Hollywood qui font souvent parler plus que d'autres, c'est bien les films d'horreur. Pourquoi ? Eh bien souvent lors des campagnes promotionnelles et même pendant le tournage, des informations étranges fuitent. Soit le tournage serait hanté par des esprits, soit les acteurs ou actrices subiraient la colère des mauvais esprits. Et franchement, ça ne peut que intriguer les spectateurs et leur donner envie de voir le film. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à 2 films cultes. 2 films parmi tant d'autres qui ont eu un gros impact sur le cinéma du genre horrifique, Poltergeist et L'Exorciste. Et pour cela, je ne serai pas seul, la chaîne Corn Pop va m'accompagner pour vous raconter ces histoires. Vous pourrez retrouver sur sa chaîne un tas de rétrospectives allant de la genèse des projets de films, des secrets de tournage, des anecdotes et analyses, tout ça dans une petite télévision. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, foncez voir ça. Enfin bref, retournons dans les années 80 à la sortie du premier film de cette vidéo, Poltergeist. Ils sont ici. Nous sommes le 4 juin 1982 et un film d'horreur réalisé par Tobe Hooper et produit par Spielberg et Frank Marshall fait sensation. Il est extrêmement bien reçu par la critique et les gens le considèrent vite comme un des meilleurs films sortis cette année-là. À la base, Poltergeist, c'est une trilogie. Mais pour des soucis de rythme, je vais vous raconter rapidement de quoi parle le premier opus. Nous nous retrouvons dans le lotissement pavillonnaire Cuesta Verde, une ville nouvelle-californienne construite par Monsieur Tig, où Steven et Diane Freeling mènent une vie tranquille avec leurs 3 enfants. Un soir, la petite Caroline se réveille et converse curieusement avec le téléviseur en pleine nuit. Des événements étranges commencent à se produire dès le lendemain. Des verres se brisent, des ustensiles se plient spontanément, et des meubles se déplacent tout seuls. Le phénomène s'intensifie rapidement. Une nuit, l'arbre du jardin s'anime et s'empare de Robbie à travers la fenêtre de sa chambre, pendant que sa sœur est aspirée dans sa garde-robe. Sous le choc, le couple se tourne alors vers un groupe de parapsychologues. Le constat est sans appel, plusieurs esprits frappeurs sont bel et bien présents dans la maison. Ils vont alors contacter en urgence la médium Tangina. La spécialiste va très vite comprendre que parmi ces fantômes se trouve aussi un démon appelé la Bête qui tient Caroline en otage dans le but de manipuler les autres esprits. Monsieur Tig a en réalité construit toute la ville sur un ancien cimetière où il a simplement déplacé les pierres tombales. Malgré le danger, la famille va devoir tout mettre en œuvre pour la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Poltergeist est une trilogie qui a connu une histoire particulière. Malgré son statut culte, elle est aussi tristement célèbre pour tous les drames qui ont suivi durant le tournage et après sa sortie en salle. C'est en mai 1981 que tout commence. Et, dès le départ, la plupart du casting est mal à l'aise. Une ambiance très étrange s'empare du plateau. Malgré un budget qui avoisine les 11 millions de dollars, la production décide, par souci d'économie, de commander de vrais squelettes pour cette séquence. Il faut comprendre que cette scène a demandé à elle seule 5 jours de tournage. La comédienne Jo Beth Williams a donc baigné dans la boue tout ce temps avec de vrais cadavres sans le savoir. Quelques années plus tard, je suis tombée sur l'un des gars des effets spéciaux et j'ai dit « Ça doit être vraiment incroyable de créer tous ces squelettes ». Il m'a répondu « Oh mais nous ne les avons pas fabriqués, ils étaient réels ». J'étais sous le choc. Je ne sais pas où ils les ont achetés, mais cela m'a vraiment dégoûtée. Je suis contente de ne pas l'avoir su à ce moment-là, car j'aurais vraiment beaucoup crié, et cette fois-ci pour de vrai. Le responsable de ces effets spéciaux était Craig Reardon, qui a récemment donné plus de détails sur cette anecdote complètement folle. J'ai acquis un certain nombre de vrais squelettes chirurgico-biologiques, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont accrochés dans les salles de classe en cours d'études. Ce sont de vrais squelettes. Si je me souviens bien, les os ont été achetés en Inde. Nous en avons eu 13. Et nous les avons habillés pour qu'ils ne ressemblent pas à des squelettes blanchis, propres et boulonnés ensemble, mais plutôt à des cadavres en train de se désintégrer. Une autre scène très marquante du long métrage, c'est évidemment le moment où Oliver Robin se fait vraiment étrangler par le clown. Le jeune acteur, qui n'avait à la base aucune expérience dans le cinéma, se souviendra longtemps de cette journée. Pendant que le petit garçon ne pouvait plus respirer et se débattait comme il pouvait, les 2 metteurs en scène, Spielberg et Hooper, étaient très étonnés de sa performance et pensaient qu'il improvisait. C'est seulement au moment où le comédien commençait à être tout violet que les techniciens et les réalisateurs ont compris qu'il y avait un problème. En effet, le jouet devait à l'origine simplement se poser autour du cou de Robbins, mais pas exercer une pression.
C'est en 1981 que le clap de fin a retenti. Après un tournage aussi éreintant, les acteurs sont très heureux d'en avoir fini avec ce film bourré d'effets spéciaux. Poltergeist sort le 4 juin 1982 et atteint très vite la première place du box-office. Avec des recettes estimées à 121 millions de dollars et de très bonnes critiques, difficile de ne pas sortir une suite. Mais un drame va se produire. L'actrice Dominique Dunne, qui voyait sa carrière décoller grâce au succès du long métrage, est battue à mort par son petit ami. Grabbed Dominique Dunne by the neck. He grabbed her, pulled her off the porch, pulled her to the side of the house and was strangling her. Et pour étouffer les cris de l'actrice, ce fou a décidé de lancer la bande-son de Poltergeist. Et c'est après cette mort tragique que les journaux ont commencé à parler d'une malédiction autour du film. Les scénaristes Mark Victor et Michael Gray vont malgré tout écrire une suite. Problème, les acteurs principaux n'ont pas vraiment envie de revenir. La MGM sort son portefeuille et miracle, finalement, ils sont là. C'est durant l'été 1985 que le tournage de Poltergeist 2 débute. Pour commencer l'aventure dans de bonnes conditions, l'acteur et chaman Will Sampson retarde les prises de quelques heures pour exorciser le plateau. Le tournage se passe globalement bien, mais quelques phénomènes inexpliqués surviennent, notamment des problèmes de bobines et de caméra, alors que les appareils fonctionnaient pourtant très bien. En fait, plusieurs scènes très compliquées doivent être retournées encore et encore car les prises sont bizarrement cachées par de grosses taches noires. Plusieurs techniciens et spécialistes ont examiné le matériel et n'ont absolument rien trouvé. Will Sampson n'hésite pas à dire à l'équipe qu'il se sent mal et qu'il sent la présence de certains esprits malfaisants. C'est à ce moment-là que les gars des effets spéciaux révèlent que les squelettes présents sur le plateau sont des vrais. Tous les acteurs tombent des nues, même les producteurs sont sous le choc. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une mauvaise énergie règne. Will décide donc de bénir les lieux. Après cela, il n'y a pas eu d'autres problèmes d'après le casting. La suite de Poltergeist aura donc été une expérience plutôt angoissante et étrange. Mais c'est loin d'être terminé. Julian Beck, l'acteur qui joue le pasteur, s'affaiblit de jour en jour et meurt d'un cancer de l'estomac. Avec plus de 40 millions de dollars au box-office, l'affaire est rentable mais déçoit énormément comparé aux précédents résultats. Cependant, la MGM commande malgré tout un troisième épisode. Parallèlement, la petite Heather O'Rourke tombe malade. Les médecins pensent d'abord à une petite grippe, mais son état s'aggrave progressivement. C'est quand ses jambes doublent de volume qu'elle est hospitalisée. Mais aucun spécialiste est en mesure de dire ce qu'elle a réellement. Le 3 juin 1987, toute l'équipe du film subit un nouveau deuil. Will Sampson meurt à l'âge de 53 ans des suites d'une défaillance rénale après une greffe du cœur et du poumon peu avant le tournage de Poltergeist 3. Malgré tout cela, la MGM ne se préoccupe pas de cette supposée malédiction et pense surtout à ses bénéfices. Heather signe pour cette troisième aventure, contrairement au reste du casting qui veulent tirer un trait sur tout ça. C'est juste avant le tournage que les médecins lui diagnostiquent la maladie de Crohn. Gonflée à cause de la cortisone, elle est malgré tout contente de revenir jouer son personnage. Mais le coup de grâce arrive en février 1988, quand le monde entier apprend la mort de la petite Heather O'Rourke. Elle sera enterrée dans le même cimetière que Dominique Dunne, au Westwood Memorial Park à Los Angeles. Cette ultime tragédie mettra un terme à cette franchise. Avec son lot de drames, la trilogie Poltergeist ne peut plus être vue comme une simple franchise d'horreur, et restera, à jamais, l'une des plus célèbres malédictions d'Hollywood. Ça brûle! Ah! Ça brûle! L'Exorciste est un film d'horreur américain, réalisé par William Friedkin, sorti le 26 décembre 1973. C'est en 1971 que le roman de William Peter Blatty, sobrement intitulé The Exorcist, sort dans les librairies. Il devient très vite un best-seller et l'envie de l'adapter sur grand écran ne tarde pas à pointer le bout de son nez. Mais vu le sujet sensible, difficile d'embaucher les stars de l'époque dans un tel projet. Friedkin et Blatty choisissent donc des acteurs inconnus, comme Linda Blair pour le rôle de Regan, la petite fille possédée, Ellen Burstyn pour jouer sa mère, et Jason Miller dans les traits du père Cara. Nous nous retrouvons aux États-Unis, dans un quartier de Washington, où habite Chris McNeil, une actrice célèbre qui semble mener une vie heureuse avec sa fille. Mais, depuis peu, elle commence à s'inquiéter lorsque Regan commence à être la proie de spasmes violents et d'étranges symptômes. Elle fait donc suivre des traitements médicaux à sa fille. Les médecins voient en elle de simples troubles nerveux dus à la préadolescence. Au cours d'une soirée à la maison, l'adolescente descend dans la salle de réception.
Les spasmes continuent, s'intensifient et deviennent de plus en plus spectaculaires. Regan parle avec une voix rauque et grave, dévale les escaliers sur les mains et les pieds et crache du sang. Pensant avoir affaire à un cas de dédoublement de la personnalité, la comédienne fait appel à un psychiatre. Mais l'expérience tourne court. Non seulement sa fille abrite en elle une autre personnalité, mais celle-ci est, en plus, un être indubitablement démoniaque et violent. Une seule conclusion s'impose à elle. Sa fille est possédée et elle doit solliciter, malgré son athéisme, l'aide d'un exorciste. Elle contacte alors le père Cara, qui connaît des difficultés dans sa foi personnelle et qui vit mal la mort de sa mère. Accompagnés du père Mérine, les deux hommes vont tenter de combattre le démon. La tâche va s'avérer beaucoup plus difficile que prévu. S'il y a bien un film d'horreur indéniablement culte, c'est bien L'Exorciste. Et d'aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours dit que le tournage de ce film était maudit. Pourquoi ? Je vais vous raconter. Tout d'abord, le film a été très marquant pour la production, et pas dans le bon sens du terme. On comptera pas moins de 9 morts, des acteurs du film et en partie des proches de personnes ayant participé à l'élaboration du long métrage. Jack McGoran, qui incarnait Brooke Dennings, mourut durant l'épidémie de grippe de Londres en 1973, très peu de temps après avoir fini de tourner ses scènes. Quelques accidents sont arrivés sur le plateau, occasionnant des blessures. Ellen Burstyn, qui jouait la mère de Regan, tomba lors d'une scène assez dégueu où sa fille possédée se mutila avec un crucifix. Billy motioned to Owen to tilt the camera down on me. And I saw it and I was so furious and said, "Turn the effing camera off," because I couldn't stand that he was willing to just get a quick shot of it before they called the ambulance, you know. It was way beyond what anyone needs to do to make a movie. Un autre accident survenu, comme par exemple avec le fils de Jason Miller qui campera le rôle du père Damien. Son enfant se fera percuter par une moto sur une plage. En conséquence, le tournage fut stoppé histoire que l'acteur puisse rester auprès de lui pendant ses soins. Et comme si ce n'était pas trop, des rumeurs entourant l'exorciste vont commencer à se propager, comme le mystérieux incendie qui va complètement foutre en l'air le plateau et retarder la production du film de presque 2 mois. Ce serait en fait un oiseau qui aurait touché les câbles électriques et ça aurait mis le feu à la maison familiale de Regan. Tout aurait été brûlé, sauf la chambre de la petite fille, où les exorcismes avaient eu lieu. Après cet incident, la production aurait appelé un vrai prêtre pour bénir le plateau. Le film sortira le lendemain de Noël aux États-Unis, soit le 26 décembre 1973, et la sortie de ce classique aurait engendré quelques dingueries. Du genre, lors d'une séance à Rome, un éclair frappa une église qui se trouvait en face du cinéma. Et en Amérique, une femme s'évanouissa et se cassa la mâchoire. Elle poursuivit par la suite Warner Bros. Et tout ça sera du pain béni pour les journalistes et pour les producteurs qui verront là un coup marketing du tonnerre de Dieu. Mais il y a une personne importante qui va douter de tout ça, William Blatty, qui a écrit le roman de base, L'Exorciste donc. Il dira que le réalisateur a inventé beaucoup d'histoires pour se faire de la pub. Quand on lui parlera de tous les décès qui ont entouré le tournage, il répondra qu'en 1 an, il est inévitable que des gens se blessent ou meurent. Et je dois avouer qu'il n'a pas tout à fait tort. Dans toutes ces histoires, s'il y a des choses vraies ou peut-être fausses, il y a bien quelque chose qui bouleversa l'Amérique et qui fut bien réel. Lors du tournage, Friedkin, qui réalisait le film, voulut tourner dans le New York University Medical Center pour obtenir un réalisme indiscutable. Il demanda la participation d'un chirurgien neuropsychiatre et de son équipe pour filmer une scène. Et l'assistant du chirurgien n'était autre que Paul Bateson, qui fut arrêté en 1979 pour le meurtre du critique de cinéma Addison Verrill. Je vous invite fortement à vous renseigner sur ce criminel, vous allez en perdre la tête. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore une fois Corn Pop d'avoir travaillé dessus avec moi. N'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour sur sa chaîne, il y a du très lourd qui arrive dessus. Quant à moi, je vous invite à liker et à me donner vos ressentis dans les commentaires sur la question suivante. Est-ce que vous croyez que c'est de véritables malédictions ou de véritables coups de pub ? Abonnez-vous pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine. Et au fait, t'as ton ticket ?